Salut à toutes et à tous, bienvenue dans The Watchman, le podcast qui va vous donner envie d'aller au cinéma. I like it. Je ne suis qu'amour. Je suis Kevin Robert, votre guide des salles obscures, et aujourd'hui je vous parle du procès Goldman. Pourquoi ce procès nous fascine tant? Pourquoi il est impossible d'en détourner les yeux? Vous êtes qui pour parler de mes parents de cette façon? Vous avez fait quoi dans votre vie, vous? Mes parents sont des gens exemplaires et courageux, c'est des héros. Comment décririez-vous l'homme que vous avez vu ce jour-là? Tournez-vous un peu vers le mur. Pierre Goldman, sous-entendez-vous que la police de ce pays est raciste? Ah, non seulement je le sous-entends, mais je l'affirme. Eh bien, c'est une honte! Maîtrisez vos humeurs, résistez à vos bons mots. Je vous rappelle que les charges qui pèsent contre vous sont extrêmement lourdes et que vous risquez votre tête. Goldman, assassin! Vous n'avez pas le droit! Eh bien, je suis innocent, monsieur le président, et ça me donne tous les droits, tous les droits. Je suis innocent parce que je suis innocent. Personne ne peut rien y faire, même pas vous. Le procès Goldman de Cédric Kahn se déroule en avril 1976 et retrace le procès en deuxième instance de Pierre Goldman, militant et intellectuel d'extrême gauche. Condamné à la perpétuité en première instance pour 4 braquages à main armée, dont un ayant entraîné la mort de 2 pharmaciennes, il reconnaît les 3 premiers crimes, mais clame haut et fort son innocence en ce qui concerne les meurtres. Avec la parution de son livre « Souvenirs obscurs d'un juif polonais né en France », écrit en prison, dans lequel il se défend d'avoir commis ces crimes, Pierre Goldman défraie la chronique. Alors qu'il risque la peine capitale, l'inculpé devient une figure médiatique, icône de la gauche, si bien qu'une dizaine de militants assistent dans la salle d'audience pour le soutenir. La quasi-intégralité du film se déroule dans ce décor unique, en huis clos et sans musique. En choisissant un format 4/3, Cédric Kahn se focalise sur les visages des personnages et leurs expressions, notamment lors de plans d'insert sur des individus qui écoutent les autres parler. Les juges, les avocats, les jurés, les procureurs, l'audience et bien évidemment Goldman prennent davantage de place dans ce cadre serré, presque étouffant. Les séquences de débat ont lieu en temps réel et se déroulent dans l'ordre chronologique. Elles renforcent notre expérience immersive à nous spectateurs qui pouvons nous glisser dans la peau d'un juré avec tous les inconvénients que cela exige. En y apposant un grain visuel à l'ancienne, le réalisateur provoque ainsi un réalisme presque digne d'un documentaire. Et pourtant, il s'agit bien d'une fiction ressemblant à s'y méprendre à une pièce de théâtre en 5 actes. Tout d'abord, l'avant-procès en guise d'introduction lors d'une discussion entre avocats de la défense dans le bureau de l'un d'eux. S'ensuit l'établissement des faits reprochés aux protagonistes par la cour. Vient ensuite le gros morceau du récit, à savoir les échanges très rythmés de questions, réponses, témoignages et interjections. Puis le climax intense que sont les plaidoiries des avocats sous forme de longs monologues ininterrompus. Et enfin, le verdict établissant la culpabilité ou non de l'accusé. Cette structure est certes rigide, mais très efficace, car elle repose sur une qualité d'écriture impressionnante, avec des dialogues percutants. C'est particulièrement le cas des répliques passionnées de Goldman, qui dénonce le racisme institutionnel de la police avec beaucoup de moquerie et de sarcasme. Ces saillies bien senties confèrent au récit un peu de légèreté, permettant de stimuler nos zygomatiques et de relâcher un peu la lourde tension qui émane de la pièce. La grande force de ce film est de montrer cette institution judiciaire qui se complaît dans la raideur et l'insensibilité, contrairement à Pierre Goldman qui se moque du protocole et adopte une posture disruptive en invectivant ses adversaires. Il dénonce que les faits qui lui sont reprochés sont dénués de preuves et exhorte la cour de le juger sur les faits et rien que les faits. Or, le juge et les procureurs n'ont de cesse que d'examiner l'éthique et la déontologie de l'individu, si ambiguë soit-elle. En somme, le film soulève donc un paradoxe de l'institution judiciaire française qui repose son accusation sur une appréciation subjective de la moralité de cet homme au lieu de se focaliser sur ce qui s'est réellement passé le jour du crime pour faire éclore la vérité. Plus largement, cette œuvre rappelle que les affaires judiciaires ne sont pas que des éléments isolés, elles sont souvent le reflet d'enjeux sociétaux et politiques. Plus encore, le film crée des passerelles entre l'histoire de son époque et la société d'aujourd'hui sur les thèmes de la rébellion, de la nature de l'ordre policier, ainsi que de la théâtralisation des échanges.
Car ces conversations, qu'elles soient menées dans une cour de justice, sur un plateau télé ou en commentaire sur les réseaux sociaux, eh bien, elles sont souvent dirigées sur le terrain de la morale et non sur le caractère objectif, tangible, voire même scientifique des sujets évoqués. Enfin, je veux insister sur la superbe interprétation des comédiens principaux. Harry Werthalter est phénoménal dans le rôle de l'accusé, Stéphane Guérin-Tillier est impeccable en juge, il gagne à être plus connu. Et pour terminer, Arthur Harari dans la peau du célèbre avocat Georges Kiechman est la grande révélation de ces dernières années. Nous le retrouvons en tant qu'acteur dans tous les films de sa compagne, Justine Triet, mais aussi co-scénariste de 2 des films de Justine Triet, à savoir Sibylle avec Adèle Exarchopoulos et Virginie Efira, ainsi qu'Anatomie d'une chute, auquel j'ai consacré mon précédent épisode. Allez l'écouter et voyez ce film, Palme d'Or 2023 quand même. Comme pour le procès Goldman, Anatomie d'une chute a pour sujet une personne non pas jugée sur une tragédie, mais bien sur sa moralité, puisqu'elle réussit plus que son mari et assume pleinement sa bisexualité. Arthur Harari a aussi réalisé 2 longs métrages, le thriller Diamant Noir avec Nils Schneider, mais aussi et surtout Onoda, magnifique film qui retrace la folle histoire d'un soldat japonais retranché durant 30 ans dans la jungle, persuadé que la guerre du Pacifique ne s'est jamais achevée. Une œuvre tournée intégralement en langue japonaise qui s'est particulièrement fait remarquer à Cannes en 2021, tout comme le procès Goldman qui a eu un succès retentissant sur la Croisette en 2023. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures cinéphiles. En attendant, allez voir des films en salle au cinéma. Salut! C'était fabuleux. On va rentrer. C'est payé, on va rentrer. Go home. It's all over. Thanks.